Bonjour, je vous remercie beaucoup pour votre invitation à ce congrès médical. Je vous présente une fois de plus toutes mes excuses de ne pas pouvoir être physiquement présent eu égard à des contraintes professionnelles. Et je me permets donc, comme vous me l'avez suggéré, de dessiner quelques éléments de réponse via cette vidéo à vos interrogations concernant le rôle de la Corporation des médecins face à la catastrophe écologique en cours. Alors la créance commune consiste à considérer que nous sommes tous d'accord sur le constat et qu'il conviendrait maintenant d'en venir aux conclusions, aux conséquences et aux solutions. Je crois que c'est inexact. En fait, il me semble que beaucoup d'entre nous n'ont pas pris conscience de l'ampleur de la catastrophe et par conséquent, permettez-moi de revenir un instant sur le bilan de l'extermination massive à laquelle est soumise aujourd'hui la vie sur Terre. Par exemple, il y a peu de temps, une étude dans Nature montrait qu'au sein de la branche du vivant qui comporte le plus d'espèces et de loin, qui comporte le plus d'individus et de loin, qui comporte la plus grande variété éthologique et de loin, la biomasse s'était effondrée de 67% en une seule décennie. C'est une situation littéralement inimaginable. Une autre étude montre que la moitié des points dits de non-retour, identifiés comme tels par les experts, ont d'ores et déjà été atteints sur des échelles de temps beaucoup plus courtes que ce qui avait été envisagé dans le pire des scénarios considérés. Manifestement, la vie sur Terre s'effondre. Une méta-analyse réalisée sur 13 000 articles de biologie de la conservation conclut que le phénomène est généralisé. Quelques exemples. En 40 ans, 400 millions d'oiseaux ont disparu des cieux d'Europe. Ce sont quelques milliards aux États-Unis. 60%, près des 2/3 de la population des animaux sauvages a été tuée en 4 décennies seulement. 80% des insectes volants ont disparu d'Allemagne. 1 million d'espèces sont maintenant menacées d'extinction à court terme. En France, nous perdons l'équivalent de 3 départements d'espaces vierges par décennie. C'est donc un phénomène extraordinairement rapide. On peut évaluer, en bon scientifique, la probabilité que le réchauffement climatique ne soit pas d'origine anthropique, ne soit pas dû à l'homme. Elle est de 0,00005%. Vous conviendrez que c'est un chiffre trop petit pour parier notre avenir sur celui-ci. La proportion de l'humanité qui sera soumise à des canicules potentiellement mortelles, au sens littéral du terme, à la fin du siècle, sera de 74% de la population humaine. La très prudente ONU évoque maintenant une menace existentielle directe. 44 pays sont déjà en situation de stress hydrique fort ou extrême. L'océan de plastique, qui, vous le savez, fait 3 fois la taille de la France, est toujours en augmentation massique exponentielle. Il ne reste plus que 46% des arbres que comptait notre planète avant le début de l'agriculture. Et le célèbre Denis Meadows, l'un des auteurs du rapport du MIT, qui en 1972 évoquait déjà la situation que nous connaissons aujourd'hui, a récemment estimé que de tous les scénarios qui s'offraient à nous, nous avons incontestablement choisi celui de l'effondrement. Et j'insiste, ce n'est pas une crainte pour l'avenir, ce n'est pas de la collapsologie, c'est un bilan de ce qui vient de se produire dans les dernières décennies. Alors comme vous l'avez compris, ce problème est multifactoriel et il ne faut surtout pas se surfocaliser sur le réchauffement climatique qui, à ce stade, n'est pas la première cause de l'extinction de la vie sur Terre. C'est d'abord la fonte des espaces de vie. Rien qu'en Amérique du Sud, par exemple, nous avons perdu 30% d'espaces vierges en 20 ans. C'est un affaissement sans précédent, vraisemblablement, dans l'histoire de la planète. Ensuite, bien sûr, il y a la surexploitation, la surpêche, les surprélèvements de la vie sur Terre. Il y a l'agriculture intensive avec ses pesticides, vous le savez mieux que moi, qui à 98% atteignent d'autres cibles que ce pourquoi ils ont été créés. Et dans le moyen terme, en effet, le réchauffement climatique va lui aussi commencer à jouer un rôle. Mais c'est toute notre manière d'habiter l'espace, et certainement pas seulement nos émissions de CO2, qui sont à l'origine de la mort de la vie sur Terre qui est en train d'avoir lieu.
Et étonnamment, face à ce constat, on voit aujourd'hui un déchaînement des forces de réaction pour s'assurer que surtout rien ne change. C'est tout à fait étonnant, vous savez, cette propension, me semble-t-il, de la pensée occidentale à ne pas se remettre en cause. Les horreurs du colonialisme n'ont pas suffi à questionner ce dogme. Les horreurs des 2 guerres mondiales n'ont pas suffi à questionner ce dogme. Et aujourd'hui, notre propre suicide semble ne pas suffire à questionner ce dogme. C'est assez étonnant. Je crois qu'il va donc falloir que nous apprenions à faire preuve très rapidement d'un peu de sérieux. Nous nous trouvons finalement dans une sorte d'état d'hébétude, voire d'aliénation, qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui préfèrent leurs enfants à leur argent apparaissent comme des radicalisés, ou apparaissent comme des doudingues, comme des rêveurs. C'est pour le moins problématique. Alors, bien sûr, il faut se battre pour la liberté, mais il faut bien réfléchir à hiérarchiser nos libertés. Aujourd'hui, la liberté de rouler en 4x4 en centre-ville ou de passer ses vacances à l'autre bout du monde quand on a les moyens est en train d'obérer, de tuer, notre liberté de continuer à pouvoir vivre dans un monde habitable pour l'ensemble des espèces et des êtres humains qui le peuplent. Donc il va falloir que nous hiérarchisions très clairement ce qui est primordial et ce qui est secondaire dans nos velléités à envahir manifestement l'espace dans lequel nous nous trouvons. Alors, soyons bien clairs, il n'y a pas de solution technique. Parce que d'abord, il y a des effets rebonds qui fait que dès qu'une technologie moins polluante est inventée, on la surutilise d'une manière qui compense instantanément l'éventuel gain. Ensuite, parce que fondamentalement, si on inventait des avions qui n'émettent pas de CO2, le problème du tourisme demeurerait entier, pour prendre ce seul exemple. C'est notre capacité à dévaster les espaces vierges par notre présence qui est le véritable problème des mouvements de population. Ce n'est pas les émissions de CO2 des avions. Et puis enfin, parce que quand bien même on inventerait une super technologie qui permet à l'espérance de vie de ne pas baisser, ce qui est impossible, hein, vous le savez, en dépit de la pollution, en dépit de la fonte de la vie sur Terre, eh bien, de toute façon, la question se poserait de savoir si c'est véritablement le monde que nous souhaitons léguer à nos enfants, sans fleurs, sans oiseaux, sans insectes, sans diversité, sans beauté, sans grâce, et finalement donc, me semble-t-il, sans intérêt. Les infléchissements qui sont aujourd'hui proposés, vous savez, ces petits gestes, voilà, ces tentatives technologiques, sont des bouffonneries. Voilà, soyons-en conscients. Hein, on est au milieu d'une guerre nucléaire et on affûte nos lance-pierres. Ça peut occuper les enfants pendant quelques soirées, mais ça n'a évidemment aucun sens face à l'ampleur de ce défi que nous traversons et qui est vraisemblablement le plus considérable de notre histoire. Vous avez sans doute compris que sur des échelles de temps géologiques, la seule trace que laissera l'humanité, c'est cette destruction massive. Il ne restera bien sûr rien dans 100 millions d'années de nos cathédrales, de nos centrales nucléaires, de nos livres. La seule chose qui restera dans 100 millions d'années et que nos successeurs pourront voir, via les fossiles, c'est un affaissement brutal, drastique, quasi instantané de la vie sur Terre, sur la moindre cause météoritique, sur la moindre cause géologique. Voilà finalement comment l'humanité a décidé de se signer sur des temps immémoriaux. Je ne suis pas tout à fait certain que nous l'assumions. Alors, soyons honnêtes, quand il faut jouer un jeu où les règles ne permettent pas de gagner, et c'est exactement ce que fait aujourd'hui le techno-capitalisme occidental, je crois que nous n'avons pas d'autre choix que de changer les règles. Ce n'est pas une posture idéologique, c'est simplement une manière d'intégrer le fait que la vie n'est pas compatible avec notre manière contemporaine d'habiter l'espace. Alors, j'en viens en conclusion à la question proprement médicale sur laquelle vous m'interpelliez. En tant que médecin, quel est votre rôle dans cette affaire? Eh bien, pour être médecin, vous n'en êtes pas moins des citoyens. Je ne peux pas imaginer que face à la guerre totale que mène actuellement l'humanité contre la vie, guerre dont nous sommes bien sûr les auteurs, les agresseurs, mais dont nous sommes aussi une partie des victimes, vous n'ayez pas un rôle à jouer. Tout le monde est concerné par cet affaissement qui est à la fois une offense et une oppression vis-à-vis d'abord des animaux et des pays pauvres, puisque ce sont les premiers à en souffrir, mais aussi dans le moyen terme, un suicide au sens littéral. Au-delà de cette banalité, je pense qu'en tant que médecin, vous avez vraisemblablement le devoir de ne pas juger la moralité
des actions de vos patients. Mais je suppose que vous avez une injonction, ou à tout le moins un droit, à l'information. Or, actuellement, la catastrophe écologique est, en termes de santé publique, un problème majeur. On peut estimer qu'elle est la cause de 800 000 morts par an en Europe. C'est absolument considérable. Une étude récemment publiée dans le Lancet montrait que la pollution à l'échelle mondiale tue 15 fois plus que toutes les guerres, terrorismes et actes de violence directe de l'humanité. C'est proprement sidérant. Une étude publiée récemment dans le European Heart Journal montre que le nombre de morts en Europe par an dû à la pollution est à 95% de niveau de confiance, je cite, entre 645 000 et 934 000. Littéralement, notre manière d'être nous tue. Et je crois qu'en tant que médecin, vous ne pouvez pas ne pas y être sensible. Un autre exemple, le pergélisol, le permafrost, est actuellement en train de fondre et libère des agents pathogènes qui étaient jusqu'alors essentiellement considérés comme éradiqués. Un enfant, par exemple, est récemment mort, tué par de l'anthrax, sans même mentionner le mercure qui va ainsi se déverser dans les eaux potables qui, par conséquent, cesseront de l'être. Je crois que vous avez un devoir de cohérence. C'est bien de soigner les gens, mais il faut quand même tenir compte de ce qui est en train de devenir la première cause d'extinction de la vie sur Terre. Ce n'est pas l'émission de CO2, soyons bien clairs, c'est notre inconséquence, c'est notre incapacité axiologique à avoir évalué notre manière d'être du point de vue du respect de la vie. C'est notre incapacité à comprendre que la nature n'est pas une ressource, que la nature vaut pour elle-même. Prenons un exemple alimentaire. L'OMS recommande de manger 2 fois du poisson par semaine. Si toute l'humanité applique cette recommandation, les océans sont vides en quelques années. Cette recommandation est auto-contradictoire. C'est quand même fou, non? Il faut peut-être commencer à penser de façon systémique. Il faut peut-être commencer à être un peu sérieux. Je me permets de vous inviter aussi à revoir peut-être certains fondamentaux de nutrition, parce que les méta-analyses récentes invitent à revisiter drastiquement un certain nombre d'enseignements qui peut-être vous ont été prodigués, en particulier concernant les protéines animales. Comme vous le savez, la consommation de viande est un problème d'éthique absolument invraisemblable. 95% de la biomasse des mammifères sur Terre, c'est de la viande d'abattage. On a littéralement transformé la Terre en un enfer pour les vivants non humains. C'est quand même pas tout à fait un détail. Au-delà de ça, ça pose des problèmes de santé publique, vous le savez bien sûr, à l'échelle individuelle, à l'échelle globale, parce que la nutrition carnée est tellement inefficace qu'elle est aujourd'hui à l'origine d'un grand nombre de famines sur Terre, et bien sûr parce qu'elle est la première émettrice de CO2, et donc que sa contribution au réchauffement climatique est drastique. Je vous invite, en tant que médecin, à penser de façon systémique. On ne peut pas résoudre un problème systémique avec des petits ajustements à la marge. Aujourd'hui, l'extinction massive de la vie sur Terre, qui est un fait scientifique avéré et incontestable, est de nature systémique. On ne peut pas la résoudre avec des petits gestes sympathiques, avec du tri de déchets et avec de nouveaux téléphones portables qui peut-être émettront un peu moins de CO2 via une consommation énergétique légèrement inférieure. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est toute notre attirance systémique pour la croissance, c'est-à-dire pour la surproduction, qui doit être questionnée. C'est une question de rationalité, j'insiste, et non pas de conviction ou de dogme. Vous savez qu'on ne peut pas guérir un cancer qui métastase avec une chirurgie locale, parce que ça devient un problème organique. Aujourd'hui, le problème de l'extinction de la vie sur Terre est organique. Vous savez, c'est un peu comme le problème de l'in vitro à l'in vivo. Souvent, ça marche très bien in vitro, par exemple en thérapie génique, mais ça ne marche plus in vivo, parce qu'on a oublié l'organicité. C'est exactement le problème de l'effondrement auquel nous sommes confrontés en ce moment. Il faut penser de façon globale, et croyez-moi, ce pourrait être pour le meilleur. Il ne s'agit pas en réalité de faire des efforts. Il s'agit plutôt au contraire de renouer avec une forme de rationalité enjouée et réenchantée.
Je crois que votre rôle pour faire comprendre cette évolution qui est à la fois indispensable mais aussi salvatrice pourrait être considérable. Merci.